Bonjour et bienvenue dans Maman et moi. Je suis Ludivine Tourlonia, autrice et créatrice de ce podcast dans lequel vous entendrez des récits sincères, puissants, parfois fragiles, mais toujours vrais. Si ce projet vous touche, vous pouvez le soutenir en vous abonnant, en laissant 5 étoiles sur votre plateforme d'écoute et en partageant autour de vous. Chaque geste compte pour faire entendre ces voix. Merci infiniment. Et maintenant, place à l'épisode du jour. Dans la deuxième partie, elle nous a laissé à un moment de bascule, une opération annoncée, une intubation redoutée et cette conviction profonde que son bébé ne tiendrait pas. Dans cette dernière partie, on continue là où tout semblait s'arrêter. On traverse l'épreuve, l'attente, les jours qui s'étirent à l'hôpital et on découvre comment, au cœur de l'incertitude, elle a appris à tenir, à espérer autrement et à avancer un jour après l'autre. Un récit sur la durée, l'endurance et ce qui reste quand on ne peut plus que continuer. Bonne écoute. Le vendredi, il a été faire cette opération. Et en fait, quand il est rentré, parce que ça s'est passé à Jules Gonin. Et C'est quoi, Jules Gonin ? c'est l'hôpital des yeux, hôpital ophtalmique de Lausanne. Du coup, il a dû être transféré en ambulance avec un médecin et tout parce que il était pas très stable quand même. Ou en tout cas, les trajets comme ça pouvaient provoquer de l'instabilité. Et du coup, il a été intubé, il a été opéré. Et quand on est rentré de nouveau au CHUV... T'as pu l'accompagner pas dans l'ambulance. Okay. Covid, tout ça. Ouais. Voilà. Quand on est rentré, j'ai dit à l'infirmière ça va pas. Elle m'a dit si, mais c'est vrai que en fait, ils font des gazos, ils regardent un peu ce qui se passe dans le sang et ce que le sang dit. Ils faisaient ça, ils voyaient qu'ils se réveillaient pas, enfin, ça devenait un peu bizarre. Et moi, je quittais pas sa chambre. Et puis l'infirmière m'a dit, mais vous pouvez aller... faire un tour, prendre un café. Boire un truc. Je suis là, non. Je sais pas, je le sens pas. Puis c'était une infirmière avec qui on avait un bon feeling. Et puis, plus ça va, plus en fait, ces tests du sang, ils sont pas très bons, quoi. Alors que normalement, ils auraient dû pouvoir l'extuber, lui remettre le masque à oxygène et tout ça. Et là, plus on avance vers la nuit, plus je comprends que ça s'annonce un peu compliqué. Et à un moment donné, elle appelle le médecin, puis elle lui dit « je comprends pas, là, c'est bizarre un peu ». Donc les médecins viennent, chef de clinique, le cadre, tout le monde vient. Ils n'arrivent pas à comprendre. Quand il y a une intubation, ils viennent nettoyer le tube plusieurs fois par jour, parce que en fait ça attaque tellement le poumon qu'il y a des sécrétions qui vont remonter dans ce tube qui peut du coup se boucher. Ça peut être dangereux. Et en même temps il faut le nettoyer et c'est aussi dangereux de le nettoyer parce que l'enfant peut décompenser. Ouais. Voilà. Donc c'est toujours une balance bénéfice-risque. Je crois que le cadre dit il faut peut-être le nettoyer le tube et tout, donc ils le font. Et de là, tout se casse la figure en fait. Je vois que sa saturation, qui normalement devrait être proche des 100%, descend. Je vois que les médecins ils commencent à courir de partout. Je me dis ok, là franchement ça sent pas bon. Et puis je comprends pas ce qui se passe. Donc le cadre propose des choses à faire. On fait ci, on fait ça. Moi je suis à côté, j'entends. Ils mettent à un moment donné le rideau pour aussi, parce qu'il y a plein de parents un peu autour et tout ça. Je crois qu'ils évacuent les parents à un moment donné. Il y avait mon conjoint qui était là, je dis en fait ils savent plus quoi faire. Et à un moment donné j'entends le cadre qui dit ok là je vois plus que ça à faire, après je sais plus. Et je vois qu'en fait la saturation qui devrait être proche de 100 est proche des 20. Voilà, et je me dis, mais là, quelles conséquences pour le cerveau, quelles conséquences pour le corps, enfin, bref. Ils changent le tube, ils remarquent que le tube était bouché, qu'ils n'arrivaient pas à le déboucher, et ils comprennent que ça, peut-être que ça venait aussi un bout de là. On arrive, il a beaucoup d'oxygène, beaucoup trop, il est dans les 100, je crois. Il maintient une saturation à
un peu autour des 85. Parce que là, ils ont changé le tube, du coup. Ils ont changé le tube. Et en fait, là, ce que je comprends, c'est que si tout d'un coup, il a besoin de plus d'oxygène, ils peuvent pas le lui donner. Parce qu'ils sont déjà à 100, en fait. Donc, je me dis, qu'est-ce qui se passe après ? Ouais. Le cadre vient, il nous explique qu'en fait... probablement que c'était juste un épisode comme ça, que là, les poumons vont gentiment récupérer, etc. Donc là, tout le monde est, entre guillemets, rassuré, l'oxygène est remonté. Ouais, alors ils sont rassurés avec beaucoup de réserves, voilà. Mais voilà. Rassurés, pessimistes, mais quand même... c'est sur la corde, mais c'est à peu près stable. Ouais. Et là, ce qui se passe, c'est que moi, j'ai dit que vous sachiez, je ne quitte pas son lit. En fait, je reste là. Je vais rester là toute la nuit. Je vais rester là. En fait, là, pendant une semaine, je vais pas bouger. Ok. Parce qu'à chaque fois qu'ils vont essayer de nettoyer le tube, à chaque fois qu'ils vont le toucher, à chaque fois qu'il va y avoir un bruit trop fort, il va complètement décompenser. Et je vais me retrouver même à un moment donné... En fait, cette nuit-là, ils vont devoir renettoyer ce tube. Et moi, je suis debout. Je demande où est la chef de clinique, au cas où je dois l'appeler. Okay. Donc, je sais déjà qu'il y a un truc qui va pas se jouer comme d'habitude. Malheureusement, j'ai eu raison. Parce que quand ils vont nettoyer le tube, son cœur va de nouveau décélérer. La saturation repart proche des zéros. Il va descendre... Ils disent que c'est pas fiable aussi bas. Donc, mais moi, dans le scope, je vois qu'il est à 5% d'oxygène. Et du coup, je crie. je connaissais le prénom des médecins. Et du coup, je dis « Fanny, vous êtes où ?» Enfin, voilà. Elle vient. Et puis là, elle commence à donner les ordres. Il faut lui donner de l'adrénaline, etc. Et puis, enfin voilà. Et là, pendant une semaine, en fait, ça va être un peu comme ça sur le fil. Sachant que plus on va avancer... plus ce sera stable en fait. Ouais, voilà. Okay. Et là, on est en juillet, t'as dit. Hein. Ouais. Ok. Et après ça, donc il y a eu encore d'autres moments. Il a eu une deuxième. Étapes, on va dire, des étapes clés. Il a eu une deuxième opération des yeux. Ok. Parce que finalement, c'était pas très stable. Et là, ça a été avec l'intubation ? Ça a été. Ok. Mais j'étais hyper angoissée, tout ça. Bien sûr. Mais ça allait. Et puis, il y a eu aussi, en fait, tu sais, je t'ai parlé des cathéters avant. Oui. En fait, au bout d'un moment, ils avaient tellement été dans toutes les veines, ils faisaient tellement de bilans sanguins et tout, que toutes les veines, toutes les artères étaient cassées, quoi. Ils ont dû lui poser un Broviac. C'est un cathéter central aussi, mais le dispositif est un peu plus impressionnant. D'accord. Ils me vendent ça comme un truc qui va tenir dans le temps, où on ne sera plus embêté à le changer tous les... Je crois que de mémoire comme ça, le petit cathéter qu'ils lui mettaient, c'était tous les 10 jours qu'il fallait le changer. Ok. Là, ils me vendaient ça comme le truc qui va pouvoir garder limite 5 ans. Ok. On a dû le changer 5 fois. Voilà. Premier, il a fait une infection dessus au staphylocoque doré qui a été hyper violente et on ne savait pas s'il allait en mourir. Le deuxième, il a coulissé. Les médecins n'ont jamais vu ça de leur vie. Le truc est sorti, quoi. Enfin, personne n'a pressé dessus, rien. Je l'avais en peau à peau, on était tout tranquille et je vois que le pansement devient blanc. Qu'est-ce qui se passe ? Pourquoi c'est blanc ? Moi, je me suis dit, ça y est, il fait une infection. Enfin, il y a un truc, je comprenais pas. Et en fait, c'était le produit qui était sorti parce que le cat était en train de glisser. Ok. Donc voilà. Ouais, puis après, il a fait infection sur infection sur les cathéters centraux qu'on lui a mis. Tout au long de la fin de son hospitalisation. D'accord. Et donc, l'hospitalisation s'est terminée quand ? Elle s'est terminée une année après qu'on est rentré au CHUV. Il y a eu une autre étape importante, c'est quand ils ont dû rouvrir l'intestin pour le recoller, voir un peu ce qui se passait dedans. Et du coup, ils ont vu que son intestin était fonctionnel, qu'on savait
ils sont toujours très pessimistes, hein, mais que probablement il allait devoir garder quand même un cathéter central à vie parce que l'intestin n'arriverait jamais à absorber les aliments et tout ça. Au moins, c'était fonctionnel, même si peut-être un peu diminué. Et après, voilà, ça c'était une des grosses étapes. Et puis à ce moment-là, en fait, quand ils ont recollé les intestins, ils ont aussi fait un examen de la vue et ils nous ont annoncé que en fait, il était aveugle, que les opérations n'ont pas fonctionné. D'accord. Donc voilà, ça c'était un peu les grosses étapes. Ouais, ok. Donc vous êtes sortis après une année. Est-ce que tu peux nous raconter le jour où tu as pu le ramener à la maison? Alors, en fait, ça s'est passé par un peu étapes. Ok. Au début, en mars, comme ça, on nous a proposé de pouvoir rentrer, je crois que c'était genre quelques heures, 2-3 heures à la maison. On était accompagnés d'un infirmier. D'accord. Mais du coup, on a pu rentrer. C'était un grand événement. Un peu ce retour à la normalité. Parce que franchement, pendant une année, en fait, on vit plus, on voit personne. Enfin... Parce qu'il c'est un peu bête comme question, mais il n'y a pas non plus de gens qui peuvent venir visiter, enfin je veux dire le voir ou comme ça. Là on était en période Covid. Ah oui, en plus, oui. En plus, donc voilà, ils nous ont laissé quelques exceptions. Okay. Donc j'ai plusieurs amis qui ont pu le voir et les grands-parents qui ont pu le voir. Mais sur une année, en fait, c'est vraiment pas grand-chose. Mais c'était aussi pour nous permettre de le présenter et qu'il existe, entre guillemets, pour de vrai. Parce que on n'a pas pu de faire part, tout ça, quoi. Toutes ces étapes, on n'a pas pu aller le présenter. Donc là, un petit bout, on avait le droit de manière exceptionnelle. Après, on a pu faire justement quelques heures. On n'a eu qu'une fois l'infirmier. Après, on n'avait plus besoin qu'il soit là. Ok. Parce qu'ils ont vu qu'on gérait et tout ça. Et puis, voilà, plus ça allait, plus ça augmentait. Après, il a pu passer une nuit, après plusieurs nuits par semaine, jusqu'au retour définitif. Ok, d'accord. Et comment ça s'est passé pour toi aussi émotionnellement d'avoir le retour définitif ? Entre guillemets, j'ai envie de dire, c'est un peu bête ce que je veux dire, mais il n'y a pas de filet de... Il est là maintenant. Il y a eu plusieurs choses. C'est que juste avant de rentrer à la maison, les médecins étaient favorables parce qu'ils ont bien vu qu'on captait les choses et tout. Lui, il avait toujours le Broviac, donc ce cathéter central. On avait de toute façon un suivi infirmier à domicile. Et en fait, il y avait un médecin qui n'était pas favorable à sa rentrée et il m'a fait peur. Il m'a dit, mais vous savez, s'il s'arrache le Broviac... il peut mourir, il faut agir tout de suite. Et du coup, je me suis dit, ok, en fait, il faudra pas que je le perde de vue tout du long. Et je savais que à ce moment-là, il était plus en néonat, mais il était en pédiatrie. Et puis, je sais que toutes les 2 heures au maximum, elles allaient le voir la nuit. D'accord. Donc, je me couchais environ entre minuit et 2 heures du matin. Je mettais mon réveil 2 heures après, je retournais le voir pour être sûre que tout allait. Et puis souvent, mon conjoint, il rentrait du travail à 6 heures du matin. Donc lui, il allait voir si tout allait bien. Là, il y a une infirmière qui arrivait aux environs de 7 heures. Et du coup, là, je me réveillais. Ouais, les débuts étaient d'un côté très anxiogène parce que du coup, j'avais peur qu'on lui arrache ce truc et le risque, en fait, c'était qu'il fasse une hémorragie. Vu que le cathéter est placé près du cœur. Et du coup, c'était vraiment ma crainte. Et d'un côté, j'avais l'impression qu'il était beaucoup plus en sécurité à la maison qu'à l'hôpital. Parce qu'à l'hôpital, il faisait que de s'infecter avec le staphylocoque doré. Et comme il était hyper stressé, il avait fait de l'eczéma. Au lieu de changer le pansement tous les, je crois, 7 jours, et on le changeait 5-6 fois par jour. Donc ça, c'était tout des risques pour des entrées de bactéries, en fait. Et je me suis dit, à la maison, il sera plus serein. Et peut-être que l'eczéma va se calmer aussi. Et en fait, c'est ce qui s'est passé. On a pu vraiment diminuer
les pauses de pansement en fait. Ok, d'accord. Est-ce que vous avez eu quand même du soutien tu as parlé d'avant d'une association qui t'a amené beaucoup de soutien. Est-ce que ta famille, tes amis, enfin vos familles et vos amis ont été d'un grand soutien ou comment ça a été vécu? Ma mère, elle m'a fait à manger et c'était vraiment cool parce que comme je te disais au début, je mangeais plus, j'avais pas le temps moi. Il fallait que je parte à l'hôpital quoi. Donc des fois je prenais un truc dans le frigo ou des fois même pas, enfin voilà. Je rentrais, en général quand je rentrais dans la nuit, je mangeais un petit truc avant d'aller me coucher. Mais c'était le seul moment de la journée où je mangeais quelque chose. Ma mère, quand elle a su ça, elle m'a dit non mais je te fais des tubes, tu les manges, tu peux les garder plusieurs jours et puis comme ça tu peux manger et tout ça. Donc ça m'a vraiment vraiment beaucoup aidée. J'ai fait appel aussi à l'association Super Maman. Il y a plusieurs personnes qui sont venues aussi m'amener à manger. Et ça, franchement, ça m'a beaucoup aidée, quoi. Juste le basique, en fait. J'avais même pas le temps pour ça. Donc, c'était vraiment cool d'être soutenue à ce niveau-là. Et puis sinon, l'association Né Trop Tôt, où la responsable m'avait beaucoup, beaucoup soutenue, plus ce papa. Après, mes amis, plutôt du soutien moral. Elles prenaient de mes nouvelles. Et quand mon fils était dans une situation à peu près stable, j'allais manger dans un resto qui était juste à côté avec une copine. Mais c'était genre express, quoi. Puis en fait, c'était cool parce qu'elles savaient. Je leur disais, je ferai pas long, je suis désolée, il faut que j'y retourne. Mais... trop bien, ça me ferait vraiment du bien et tout. Donc voilà, j'ai des copines qui habitent à 1 heure d'ici, qui venaient et tout. Franchement, c'était hyper cool, quoi. D'accord. Comment va ton enfant aujourd'hui? Il a quelques soucis de santé. Il est aveugle, comme je disais. Il a un gros trouble de l'oralité alimentaire. Donc il a 4 ans. Et puis, du coup, il continue de manger des purées lisses, tout ça. Mais voilà, on y travaille, on avance, gentiment mais sûrement. Cette année d'hospitalisation, elle a forcément eu des conséquences sur son développement. Donc, il a beaucoup de suivi, ergo, physio et tout, pour aussi développer le côté moteur. Et franchement, il est... je sais pas, c'est un enfant hyper joyeux, il est hyper tout le temps en train de faire des blagues, il adore chatouiller les pieds. Donc voilà, il commence à parler beaucoup là maintenant. Donc c'est joli de voir comment il évolue. Et c'est cool parce que quand on croise les médecins, certains nous disent qu'ils y croyaient pas. Donc c'est cool, quoi. C'est une belle revanche. Ouais, tout à fait. Quand tu repenses à cette période, qu'est-ce que ça t'a appris sur toi? Je sais pas. Est-ce que tu savais que tu allais être capable de supporter, que tu avais la force pour supporter tout ça? Est-ce que tu t'es découvert peut-être de la patience ou peut-être la force de te faire confiance et d'aller dire au médecin, là, il y a un problème? Ouais, ça m'a appris à... Ouais, peut-être ça. Ça m'a appris à me faire entendre. Parce qu'avant, je suis plutôt du genre à être désolée d'être là un peu. Quand ils m'entendaient pas, j'essayais de taper du poing plus fort pour dire non mais là, c'est pas ok et tout. Donc oui. Après, supporter ça, je pense que personne n'a la capacité de supporter ça. Enfin, je sais pas comment dire, mais en fait... c'est tellement violent que même quand j'y repense, je me dis c'est impossible. Enfin, je sais pas comment dire et c'est pas du tout prétentieux ou quoi que ce soit. Hein. C'est juste que après c'est peut-être aussi le traumatisme un bout et tout, mais quand j'y repense, je me dis mais quelle horreur en fait. C'était tellement violent. Quel message aimerais-tu transmettre aux autres parents qui traversent le même type d'épreuve? Un jour, on m'a dit que mon fils allait probablement mourir dans l'heure. Enfin, on m'a dit ça plein de fois, mais il y a un jour plus particulièrement où c'est arrivé.
où je pleurais beaucoup. Et j'ai croisé un des infirmiers qui s'était occupé de mon fils quelques jours avant. Et ce monsieur m'a dit, vous savez madame, on en a vu des miracles ici. Alors tant qu'il est là, faut y croire. Et en fait, c'est ça que je veux laisser comme message, c'est que ouais, c'est difficile, franchement, la néonate, c'est hyper violent, quoi. Personne n'est prêt à affronter ça. Mais tant que l'enfant est là, il faut y croire. C'est ça le message que j'aimerais passer. Et est-ce que tu aurais un mot de la fin pour ton enfant si un jour il écoute cet épisode ? Ouais. J'aimerais lui dire que je suis très très fière de lui. Il s'est accroché comme un fou, quoi. Et c'est l'être le plus incroyable que je connaisse. Je me dis comment c'est possible d'être aussi petit et d'avoir autant de force. Et waouh, il m'impressionne en fait. Il est incroyable. C'est très beau. Ok. Bah écoute, je te remercie infiniment pour ce partage, pour Merci. ce beau témoignage. Et puis je te dis à tout bientôt. À bientôt. Cette histoire, c'est celle d'un combat discret, quotidien, celui de milliers de parents de grands prématurés. C'est aussi une histoire d'amour, de patience, de courage et d'une mère qui a tenu malgré tout. Merci à elle pour sa voix, ses souvenirs, sa force. Merci d'avoir écouté Maman et moi. Si cet épisode vous a touché, n'hésitez pas à le partager, à laisser un commentaire et à vous abonner. Vous pouvez aussi suivre le podcast sur Instagram pour découvrir les coulisses et ne rien manquer des prochaines histoires. À très bientôt pour un nouvel épisode de Maman et moi.